Alors le cours d'aujourd'hui va concerner l'histologie de l'appareil circulatoire. Comme objectif, il faut décrire les différents constituants de la paroi vasculaire, définir les différents types des artères, c'est-à-dire les artères élastiques, artères musculaires, artérioles, différencier morphologiquement entre la structure des artères et la structure des veines, et identifier les caractéristiques des capillaires sanguins et lymphatiques. Comme introduction, on sait bien que le cœur pompe du sang vers les vaisseaux qui sont des systèmes de conduit où va circuler le sang ou la lymphe. Et ces vaisseaux-là, quels que soient vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ils ont une fonction qui est autonome et permanente. Donc on va distinguer entre l'appareil circulatoire sanguin qui regroupe le réseau artériel et le réseau veineux et les capillaires sanguins, et un appareil circulatoire lymphatique qui va regrouper le réseau lymphatique. Donc sur ce schéma-là qui montre ici le cœur qui va pomper le sang vers les artères, vers les bus artères élastiques, artères musculaires, vers les artérioles, puis vers les capillaires, on a le retour veineux jusqu'à le cœur. Et puis on aura un réseau lymphatique qui va drainer le liquide interstitiel des différents tissus et qui vont se regrouper dans des ganglions lymphatiques jusqu'à ce qu'il regroupe le canal thoracique qui va se jeter vers le réseau veineux. On va commencer, on va étudier d'abord le système vasculaire sanguin, ça veut dire le réseau artériel et le réseau veineux. Les vaisseaux sanguins forment un circuit fermé du cœur qui va partir vers les artères, artères musculaires, artères élastiques, puis les artérioles, puis les capillaires où il y aura lieu les échanges avec les cellules au sein des tissus, puis le retour veineux vers les vénules, les veines et le cœur. Donc ce système vasculaire sanguin, il a une structure, une organisation générale sur le plan histologique qui est formée de 3 tuniques ou 3 couches. La couche la plus interne qu'on appelle l'intima, une couche intermédiaire ou moyen qu'on appelle média et une couche externe qu'on appelle adventice. Voilà sur ce schéma-là qui montre une structure de paroi vasculaire qui est formée de 3 tuniques. On a ici l'intima qui est formé d'un épithélium pavimenteux simple reposant sur une lame basale et une couche sous-endothéliale. Puis on aura média qui est la couche la plus importante ou la plus développée, puis la couche externe ou l'adventice. Concernant l'intima, c'est la couche la plus interne du paroi vasculaire. Elle est formée d'un endothélium, donc l'endothélium regroupe un épithélium qui est pavimenteux simple, reposant sur une lame basale, et cette paroi-là, cette surface de l'épithélium, il a une surface qui est très lisse. Et une couche qui est sous-endothéliale, ça veut dire au-dessous de la lame basale, qui est formée de fibres de réticuline, de fibres élastiques et des cellules musculaires lisses et des lipophages. La couche moyenne, ou la média, qui est la couche intermédiaire, qui est séparée de l'intima par une limitante élastique interne, qui fait la limite entre l'intima et le média. Cette média-là, elle existe dans tout vaisseau, sauf les capillaires. On n'aura pas cette média-là. Elle est formée de cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. Voilà sur ce schéma-là qui montre une artère de moyen calibre. On a ici la lumière de l'artère, un épithélium qui est pavimenteux simple, reposant sur une lame basale, et juste au-dessous on aura un tissu conjonctif qui va renfermer des fibres de réticuline, des fibres élastiques, des cellules musculaires lisses et des lipophages. Entre l'intima qui est formé de ces deux éléments-là, l'endothélium et la couche sous-endothéliale, on aura la limitante élastique interne qui va limiter entre média et l'intima,
et qui est formé de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques. Après la média, on aura la limitante élastique externe qui va limiter entre média et l'adventice, qui est la couche la plus externe, qui est formée d'un tissu conjonctif ordinaire qui renferme des fibres de collagène, des fibroblastes, des adipocètes, des nerfs et des vaisseaux sanguins qui assurent la vascularisation de la paroi vasculaire. Voilà, sur ce schéma-là aussi, sur cette coupe, on aura l'endothélium, ça veut dire l'épithélium avec sa lame basale. Au-dessous, on aura un tissu conjonctif, puis une limitante élastique interne, puis média qui est formé de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques, puis la limitante élastique externe, et après, on aura l'adventice qui est la couche la plus externe. Donc, cet adventice-là, c'est la tunique la plus externe de la paroi vasculaire et qui est séparée du média par la limitante élastique externe. Bien sûr, l'épaisseur elle doit être variable en fonction du calibre. Si on a des artères de gros calibre, on aura un adventice qui est très développé. Et renferme, c'est un tissu conjonctif ordinaire, donc il va renfermer des fibres de collagène élastique, des cellules fibroblastiques, des adipocètes, et bien sûr on aura des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des nerfs au sein de cet adventice. Donc cette organisation générale, elle est appliquée à différents types de parois vasculaires sanguins, et on va voir qu'est-ce qui va différencier entre tout ce qui est réseau artériel et les différents types des artères et entre le réseau veineux par rapport au réseau artériel. Donc, on va maintenant voir le réseau artériel. Donc, les artères, comme on les définit, ce sont des vaisseaux, ça veut dire des conduits qui vont acheminer le sang sortant du cœur dans la circulation vers les tissus où il y aura lieu les échanges. On distingue trois types des artères principales. Trois types des artères principales. Alors, les artères élastiques, les artères musculaires et les artérioles. C'est quoi les artères élastiques? Ils correspondent à l'aorte ou ses premières branches. C'est le même aspect que la paroi, la structure générale ou l'organisation générale de la paroi vasculaire. On a un endothélium avec un tissu sous-endothélial qui est fin, qui correspond à l'intima, mais regardez au sein de la média, il est très épaisse. Puisque c'est élastique, on aura plus de fibres élastiques qui vont s'organiser en lames concentriques sur toute l'épaisseur et qui vont être épaisses et fenestrées, ça veut dire perforées. Et une adventice qui va renfermer bien sûr un tissu conjonctif ordinaire avec un réseau vasculaire et nerveux. Ce schéma-là, aussi que les artères, la même chose que la structure générale, mais au sein des artères élastiques, on aura plus, au sein ici de média, de là jusque là, qui constitue la partie la plus épaisse. D'ici, ici c'est la lumière, de là au là c'est l'intima, ici c'est la limitante élastique interne. Ici, regardez au sein de la média, on aura l'abondance des fibres élastiques au sein de la média. Ici, c'est la limitante élastique externe et aussi c'est l'adventice qui constitue un tissu conjonctif ordinaire riche en structures vasculaires et nerveuses. Quel est le rôle de ces artères élastiques? Bien sûr, ils vont faire le transport du sang loin du cœur. Élastique, ils constituent un réservoir de pression. Lorsque il y a une contraction du ventricule gauche, le sang va partir vers l'aorte, qui va, grâce à ces fibres élastiques, il va résister, il va devenir élastique, il va avoir un réservoir de pression, puis lorsque il y a une décontraction du ventricule, il y aura le retour de la paroi de l'aorte à sa taille normale, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter le sang loin du cœur vers les autres artères. Donc c'est un rôle important, c'est pour cela au début, après le cœur, on aura des artères de type élastique. Après les artères élastiques, on a les artères musculaires. Donc leur nom indique, c'est les artères musculaires. Donc la même chose pour l'intima et l'adventice. Mais ce qui va changer, c'est le média.
Donc, au lieu qu'on aura, comme les artères élastiques, des fibres élastiques concentriques, tout ça, on aura au contraire des couches, plusieurs couches, une quarantaine de couches de cellules musculaires lisses et de rares cellules des fibres élastiques éparses au sein du média. Donc, voilà la différence par rapport au coupe histologique au niveau de la paroi artérielle élastique. Ici, on aura une paroi élastique, une paroi artérielle musculaire. On a de l'intima ici qui est réduite, avec une limitante élastique interne qui est toujours là. Regardez au sein du média, on a de rares fibres élastiques, mais l'abondance de cellules musculaires lisses qui vont former des quarantaines de couches pour caractériser cette artère musculaire. Après les artères musculaires, on s'approche des tissus, on s'approche des capillaires où il y aura le lieu des échanges. On aura les artères qu'on appelle des artérioles qui ont des artères avec un calibre qui est inférieur à 0,5 mm. Ils ont une paroi qui est mince, ils sont situés dans les tissus avant les capillaires sanguins, donc ils se caractérisent par une média qui est formée de 1 à 3 cellules musculaires lisses qui vont enrouler l'artériole, et on aura toujours notre endothélium, ça veut dire l'épithélium pavillonte simple des parois capillaires avec la lame basale, et on aura le média qui est formé d'1 à 3 cellules musculaires lisses. Alors, donc, on s'approche des tissus, on s'approche des capillaires. Donc, qu'est-ce qui va faire ces artérioles-là? Regardez, ici, on aura une artère avec plusieurs couches de cellules, et on aura les artérioles ici. Regardez, les artérioles avec une 3 à 4 couches de cellules musculaires lisses. C'est une lumière qui est réduite de petite taille et qui vont bien sûr dans les tissus. Dont l'adventice, il est invisible parce qu'il est dans les tissus, il va se confondre avec les tissus. Donc ces artérioles-là, ils ont un rôle très important. Bien sûr, on s'approche des capillaires, on s'approche du lieu de échange, c'est eux qui vont contrôler le débit sanguin vers les capillaires, donc vers les tissus, vers les cellules où il y aura lieu les échanges grâce à leur vasomotricité. Ça veut dire ils vont changer leur diamètre, soit une vasoconstriction, soit une vasodilatation selon les différents stimulus, les différents facteurs qui vont stimuler la paroi artériolaire. Et pour tout ça, pour contrôler le débit sanguin qui va arriver vers les capillaires, donc qui va arriver vers les cellules pour les échanges. Après les artérioles, on aura les capillaires. Donc les capillaires, comme on le sait, c'est le lieu, c'est la fin du réseau artériel. Ils ont une paroi très mince, il est formé que de l'endothélium, ça veut dire un épithélium avec une lame basale, pas d'adventice et pas de média. Ils ont un diamètre très petit. Bien sûr, ils vont être situés dans les tissus, autour des cellules où il y aura lieu les échanges. Selon la morphologie, selon la structure ou la nature de l'endothélium, on distingue 3 types de capillaires. Soit on aura des capillaires à paroi continue, ça veut dire on aura un épithélium qui est continu, avec une lame basale qui est continue. C'est les capillaires les plus fréquents qui existent dans différents tissus, tissus conjonctifs ordinaires, tissus musculaires et tout ça. Soit on aura capillaires qui sont fenêtrés, ça veut dire on aura un épithélium qui est perforé, qui est fenêtré, mais une lame basale qui est continue. Ça, c'est l'exemple de ce qui est organe endocrine. Troisième type de capillaire, on aura les deux, ça veut dire l'épithélium qui est perforé et la lame basale qui est perforée. Ça donne une paroi capillaire qui est complètement discontinue. C'est les exemples des capillaires sinusoïdes du foie et des organes lymphoïdes comme les ganglions. Donc, le rôle des capillaires, c'est les échanges bien sûr. C'est le lieu où ils font les échanges entre le sang et les cellules. Après ces échanges-là, avec les différents types de capillaires, on aura le retour veineux vers les structures vénules, puis vers les veines jusqu'à le cœur. Après le réseau artériel, on va voir le réseau veineux, qu'ils ont un diamètre plus important que le réseau artériel, que les artères, mais
la particularité de la paroi, ça veut dire l'épaisseur de la paroi, elle est plus mince que celle des artères. Elle est aussi formée de 3 tuniques, ça veut dire l'intima, media et adventice, mais la particularité aussi, on aura des valvules, ce sont des surélévations au niveau de l'épithélium qui empêchent bien sûr le retour veineux. Donc la même chose, structure générale, l'intima, media, adventice. Mais ce qui change par rapport aux artères, on a des valvules au sein de l'épithélium des structures veineuses, absence de limitante élastique interne et absence de limitante élastique externe, une lumière qui est plus importante, un diamètre qui est plus important par rapport aux artères, mais une paroi, une épaisseur de paroi, elle est moins importante par rapport à l'épaisseur de l'artère. Donc le rôle des ces veines, comme vous le savez, c'est le retour veineux, ça veut dire ils vont ramener le sang vers le cœur. Donc, et le rôle des valvules, bien sûr, c'est empêcher le reflux. Lorsqu'il y a une fragilisation de la paroi vasculaire des veines, avec la fragilisation de ces valvules, les veines, elles deviennent dilatées et tortueuses, ça donne une insuffisance des valvules veineuses, ça peut donner des varices, au niveau, surtout au niveau du membre inférieur, et parfois ça gêne, ça nécessite parfois une intervention chirurgicale. Donc, voilà ce schéma-là qui compare une structure artérielle avec une structure veineuse correspondante. Regardez ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la lumière elle est moins importante au niveau de l'artère par rapport aux veines. Mais l'épaisseur de la paroi artérielle elle est plus importante que l'épaisseur de la paroi veineuse. Le reste ne change pas. On aura l'intima, media, adventice, mais au niveau de l'artère, on a la limitante élastique interne et la limitante élastique externe qui sont absents au niveau de la paroi veineuse, et on aura des valvules qui vont être au niveau de la lumière des veines qui sont absents au niveau de la lumière des artères. Donc voilà, c'est ce schéma-là qu'on vient de voir qui va comparer les structures d'une artère avec une veine correspondante. Voilà, sur une copie histologique, voilà, structure artériolaire par rapport aux structures veineuses correspondantes. Vous voyez la lumière elle est plus importante par rapport à la lumière, ce qui est avec une paroi, une épaisseur de la paroi au niveau des artères plus important par rapport au niveau de veine. Alors, maintenant on va voir le système vasculaire lymphatique. Le système vasculaire lymphatique ou le drainage lymphatique, et là, ils sont tripètes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont drainer le liquide interstitiel et qui vont rejoindre la vascularisation ou le système veineux. Cette circulation lymphatique, elle est absente au niveau du système nerveux central, au niveau de la moelle osseuse, oreille interne et au niveau du globe oculaire. Voilà. Il se fait à partir de liquide interstitiel, ça veut dire la substance fondamentale ou bénie, les différentes constitutions au niveau du tissu conjonctif, qui vont rejoindre les capillaires lymphatiques, puis les lymphatiques collecteurs, puis les grands troncs lymphatiques, puis le canal thoracique, puis qu'ils vont rejoindre la veine susclaviculaire. Les capillaires lymphatiques par rapport aux capillaires sanguins, ils ont une lumière qui est plus large et régulière, avec une paroi qui est aussi plus mince que les capillaires sanguins. Elle est formée de cellules endothéliales jointives, mais pas solidement attachées, donc elles sont plus perméables que les cellules endothéliales au niveau des capillaires sanguins. Voilà. Sur cette image-là, on voit un capillaire lymphatique. Il a une lumière qui est large, qui est irrégulière et qui est bien sûr très mince par rapport aux capillaires sanguins. Les vaisseaux collecteurs, ils sont une structure proche des veines, mais avec une paroi moins épaisse. On a les 3 couches, ça veut dire l'intima, media, adventice, mais qui sont moins bien définies par rapport aux structures veineuses et artérielles. On aura toujours les valvules, bien sûr, qui empêchent le retour de la lymphe vers le tissu interstitiel liquide interstitiel ou le tissu conjonctif. Après les grands troncs lymphatiques, toujours on aura l'intima, media, adventice. On aura l'intima où il y a plus de valvules qu'au niveau veineux. Média est plus de muscles
que les veines, ça veut dire qu'il y a plus de cellules musculaires lisses qu'au niveau de veines, et le calibre il est très variable entre les différentes structures du tronc lymphatique. On va terminer par une évaluation de ce cours qu'on a vu. Alors comme question qu'on peut avoir, des questions comme cette QCM-là, l'intima, et on a 5 propositions, et la couche externe de la paroi vasculaire est formée d'un épithélium cubique simple, comporte des fibres élastiques, séparées de la média par la limitante élastique externe et à surface lisse. Donc, l'intima et la couche externe de la paroi vasculaire, c'est faux. C'est la couche interne de la paroi vasculaire. Elle est formée d'un épithélium cubique simple, c'est faux. Elle est formée d'un épithélium pavimenteux simple. Elle comporte des fibres élastiques, oui. Au niveau de la couche sous-endothéliale, on aura des fibres élastiques, donc c'est, elle est vraie. Séparé de la média par la limitante élastique externe, c'est faux. C'est séparé de la média par la limitante élastique interne. Et effectivement, il a une surface lisse, donc c'est la proposition C et E qui sont justes. Maintenant, pour la média, elle est séparée de l'adventice par la limitante élastique interne, c'est faux. Elle est séparée de la média adventice par la limitante élastique externe. Existe dans tout vaisseau? Non, elle n'existe pas dans tous les vaisseaux. Bien sûr, on a les capillaires qui sont aussi des vaisseaux, mais on n'a pas de média. Est formée de cellules musculaires striées? Non, ce n'est pas des cellules musculaires striées. On trouve des cellules musculaires lisses. Comporte des fibres élastiques? Oui, il peut comporter des fibres élastiques avec des fibres musculaires lisses. Et la tunique moyenne de la paroi vasculaire? Oui, c'est juste. Donc, ce qui est juste ici, c'est le D. Il comporte des fibres élastiques et la tunique moyenne de la paroi vasculaire. Alors, parmi les caractéristiques des capillaires sanguins, ils ont une paroi épaisse? Non, ils ont une paroi qui est fine. Un grand diamètre? Non. Une situation dans les tissus autour des cellules? Oui, c'est la caractéristique des capillaires où il y aura lieu les échanges avec les cellules. Et effectivement, on distingue 3 types. Soit les capillaires qui sont toute la paroi et les continus, ça veut dire l'endothélium, épithélium avec la lame basale qui sont continus, soit fenêtrés, soit à paroi discontinue. Ils font suite aux artères musculaires? Non. Ils font suite aux artérioles des capillaires. Donc, ici, les propositions qui sont justes, c'est le C et le D. Alors, les capillaires lymphatiques ont une lumière qui est large, oui, et irrégulière, oui. Une paroi qui est plus épaisse que le capillaire sanguin, non. Ils ont une paroi moins épaisse que le capillaire sanguin. Une média bien développée, il n'y a pas de média. Une adventice richement vasculaire, il n'y a pas d'adventice. Donc, c'est le A et le B qui sont les propositions justes. Alors, on va voir maintenant les grossesses gémellaires. Comme objectif de ce cours-là, définir ce qu'est une grossesse gémellaire, décrire une grossesse dizygotique, expliquer les différents types de grossesses monozygotes et faire la différence entre une grossesse monocoriale monoamniotique, bicoriale biamniotique et monocoriale biamniotique. Comme introduction, les grossesses gémellaires constituent 1% des naissances. C'est quoi la grossesse gémellaire? C'est la naissance de 2 enfants issus à l'issue de la même grossesse. On distinguera les jumeaux dizygotes, ça veut dire les jumeaux qui sont issus de 2 œufs différents, et les jumeaux monozygotes qui seront issus du même œuf. En commençant par les grossesses dizygotiques, qui sont les plus fréquents, qui constituent 70% des grossesses gémellaires. C'est quoi cette grossesse dizygotique? Ça veut dire on aura 2 ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel, aboutissant à des jumeaux dizygotes. Donc, chacun des zygotes évolue indépendamment et s'implante séparément au niveau de la muqueuse
utérine. Donc, ils seront de patrimoine génétique différent, comme c'est le cas pour des frères et sœurs, et chacun des zygotes se développe avec sa sphère choriale, son placenta et sa cavité amniotique, ce qu'on appellera les faux jumeaux. Voilà, ça explique ici, cette grossesse dizygotique qui constitue 70%, on aura la fécondation de 2 ovocytes par 2 spermatozoïdes. Une évolution indépendante au stade morilla, au stade de blastocyste. On a ici 2 blastocystes, 2 boutons embryonnaires et 2 trophoblastes. Ils vont former, bien sûr, vous développer les annexes, sa sphère choriale, tout ce qu'on a ici, le cellome externe, et qui vont s'implanter séparément au sein de la cavité utérine. Donc, chacun, il y aura son placenta, chacun, il y aura sa cavité amniotique, et chacun, il y aura sa sphère choriale indépendante. On dira que cette grossesse, on appellera une grossesse bichoriale biamniotique. Ça, le résultat de cette grossesse, ce sont des faux jumeaux. Ça veut dire qu'ils ont un patrimoine génétique différent. Donc, il peut avoir soit des sexes différents, soit de même sexe. Et ce seront des faux jumeaux. Et la grossesse monozygotique, ça veut dire qu'on aura une évolution particulière d'un seul ovocyte fécondé. Et on aura des jumeaux qu'on appellera des jumeaux monozygotes. La particularité de ces jumeaux-là, ils auront un patrimoine génétique identique. Donc, ils seront du même sexe avec un patrimoine génétique identique. Et selon le stade de développement où intervient le dédoublement des structures, on pourra avoir en commun une partie des annexes embryonnaires selon le stade où le dédoublement des structures va se dérouler. Donc, si ce dédoublement va se produire au début de la segmentation, ça veut dire au stade de 2 blastomères, si chacun des 2 premiers blastomères va évoluer de façon indépendante. Donc, le résultat c'est quoi? On aura 2 morilla, 2 blastocystes et donc 2 boutons embryonnaires. Donc, ils seront capables de s'implanter et de constituer une sphère choriale. Après l'implantation, chacun des boutons embryonnaires pourra se développer et permettre la formation du disque embryonnaire et de la cavité amniotique. C'est la même chose, on dira que cette grossesse, c'est une grossesse effectivement monozygote, mais elle est dite dichoriale et dite amniotique. Voilà, sur ce schéma-là qui résume comment ça se développe, on aura une grossesse monozygote, la séparation au stade de blastomères qui constitue 7% de grossesse, donc ils sont issus de même œuf fécondé. Il y aura au stade de 2 blastomères, on aura chaque blastomère, il va évoluer indépendamment, donner morilla, 2 blastocystes, donc 2 disques embryonnaires, donc on aura une grossesse qui est bichoriale, biamniotique, mais puisqu'ils sont issus de même œuf fécondé, ce sont des vrais jumeaux, ils ont un patrimoine génétique identique et on appellera une grossesse monozygote. Si le clivage il se fait au stade de bouton embryonnaire ou de la masse cellulaire interne, c'est un clivage en 2 moitiés égales, on aura la formation de 2 disques embryonnaires et de 2 cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère choriale commune qui donnera un seul placenta. Cette grossesse, on va l'appeler une grossesse qui est monochoriale mais qui est dite amniotique. Voilà, la grossesse monozygotique, une division complète au stade de la masse cellulaire interne de boutons embryonnaires qui constitue 22% des grossesses gémellaires. On aura au stade de bouton, on aura seul morilla, mais au stade de masse cellulaire interne de boutons embryonnaires, on aura un clivage complet. Donc, on aura 2 boutons embryonnaires au sein de même sphère choriale. C'est pour cela les 2 grossesses vont évoluer au sein du même sphère choriale. C'est pour cela on dira que c'est une grossesse qui est monochoriale, mais qui a 2 cavités amniotiques séparées, qui est biamniotique. Si le clivage
fera au stade plus avancé vers le disque embryonnaire didermique. Vers la fin de la 2e semaine, le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère choriale. Au début de la 3e semaine, on aura l'apparition de 2 lignes primitives parallèles qui vont simuler la formation de 2 disques embryonnaires tridermiques ayant la même cavité amniotique apparue avant le clivage. Et donc, cette grossesse, il doit être dite grossesse monocoriale et monoamniotique. Si on aura un clivage qui est incomplet, le disque didermique initial peut être à l'origine de zones d'accolement persistants entre les 2 jumeaux, aboutissant à la naissance de monstres doubles, qu'on appellera aussi les siamois. Donc, la grossesse monozygotique, lorsqu'on aura une division complète du disque embryonnaire juste avant l'apparition de la ligne primitive, et constitue 1% des grossesses gémellaires. Donc, au début, on aura un seul morula, un seul blastocyste. Au cours de la formation de disques embryonnaires, on aura le clivage complet qui va se faire au sein de stade de disque embryonnaire, ça veut dire après la formation de la cavité amniotique. Donc, ce clivage-là, on aura une seule cavité amniotique pour les 2 embryons, une seule sphère choriale, et cette grossesse, on l'appellera grossesse monocoriale, monoamniotique. Lorsque ce clivage il est incomplet, ce sont des cas exceptionnels, on trouvera que c'est une grossesse aussi monocoriale, monozygote, on aura l'apparition de siamois, ça veut dire des 2 embryons qui sont collés à des parties de différents organes, soit thoracophages, soit pygophage, soit craniophage, et ces différents cas qu'on appelle des jumeaux siamois, dus à un clivage qui est incomplet vers le stade de disque embryonnaire. C'est le résultat qu'on aura ces monstres doubles qu'on appellera aussi les jumeaux siamois. Donc, après avoir vu les différents types de grossesse gémellaire, les conséquences de la gémellarité, donc, c'est la connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires, peut-être à l'origine de mélange de sang et de troubles de vascularisation entre les jumeaux. On peut avoir un retard de développement, on peut avoir la prématurité, et pour cela, on est dans l'obligation de détecter lorsqu'on a une grossesse gémellaire et de la surveiller à surveillance rapprochée. En conclusion, les grossesses gémellaires constituent 1% de grossesse. On veut une fréquence augmentée de grossesses gémellaires, même les grossesses multiples, grâce aux techniques de fécondation in vitro. Ça nécessite un diagnostic précoce de ces grossesses gémellaires pour détecter quel type de grossesse. Est-ce que c'est une grossesse gémellaire monozygote ou dizygote? Est-ce que c'est monocorial, monoamniotique, bicorial, biamniotique, bicorial, monoamniotique? Il faut détecter différents types de ces grossesses-là. Donc, il nécessite une surveillance rapprochée et une prise en charge adéquate de ces grossesses gémellaires. Je vous remercie.